Très bien, donc moi je vais intervenir dans un premier temps et puis je laisserai la parole à mon collègue Julien. J'interviens à double titre. D'abord, je suis responsable d'un master qui s'appelle Écotique, dont certains étudiants sont là dans la salle, et qui forme des spécialistes en web marketing et en stratégie digitale. Et donc, clairement, on forme ces étudiants à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Et puis, je suis aussi chercheur, et donc cette présentation, bien évidemment, en 30 minutes, hein, on n'a pas l'ambition de vous expliquer comment le consommateur se comporte en détail, hein, et je ne vais pas pouvoir rentrer finement dans un certain nombre de recherches que l'on mène ou que d'autres chercheurs mènent. Mais on va essayer de vous donner quelques touches, quelques éléments pour ensuite alimenter la discussion. Et puis ensuite, comme l'a expliqué David, on aura des illustrations et des témoignages plus, on va dire, plus pratiques. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a aujourd'hui des nouveaux canaux, des nouvelles technologies, hein, et le smartphone est sans doute une des technologies qui est en train de révolutionner les comportements de consommation. On a aussi des nouveaux acteurs, hein, et ces nouveaux acteurs, c'est à la fois des pure players, Amazon, c'est aussi des places de marché, c'est aussi des infomédiaires ou intermédiaires comme Google, TripAdvisor et d'autres. Et donc la question qu'on va se poser est finalement, est-ce qu'on a aussi des nouveaux consommateurs ou en tout cas, est-ce qu'on a des nouveaux comportements de la part des consommateurs? Alors, bien évidemment, on sait des choses, hein, il existe des tas d'études, hein. J'ai pris là une étude de la FEVAD avec Médiamétrie qui montre que voilà, 59% des Français achètent en ligne, ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas perdre de vue que vous avez plus de 40% des Français qui n'achètent pas encore en ligne. De la même façon, on a le développement du e-commerce. On sait par ailleurs ce que les Français achètent en ligne, hein. Dans le top 3, c'est du voyage, tourisme, c'est des services, c'est des produits culturels. C'est aussi de l'habillement et de la mode, puisqu'on va avoir aussi quelques témoignages sur des enseignes de mode. Et puis, on sait que, eh bien, là encore, quand on achète, on peut être livré à domicile dans des points relais. On peut aussi aller retirer son produit en magasin. Donc voilà, donc on a un certain nombre d'études, de statistiques, mais finalement, toutes ces études, elles ne nous disent pas grand-chose sur ces fameux nouveaux comportements. Et il y a des tas de questions qui restent ouvertes. Ok, on sait que 59% des Français achètent en ligne. Mais la question qui se pose, c'est comment ils achètent en ligne et comment ils utilisent les différents canaux. Dans quel ordre? Est-ce que l'ordre entre le magasin, le mobile, le PC, le téléphone, comment finalement ces différents canaux sont utilisés? Est-ce qu'ils sont utilisés de la même façon selon les biens, selon les tâches que l'on va faire? Est-ce que les comportements sont différents? Est-ce qu'on achète la même chose online et offline, etc. Donc, il est clair que, je vais un petit peu insister là-dessus, il faut faire très attention. Quand on va vous dire, un commerçant peut très bien avoir un certain nombre de statistiques, de chiffres de vente et se dire, ah finalement, les internautes ne se comportent pas de la même façon online et offline. Il faut démêler dans ces différences de comportement les chercheurs distinguent ce qu'on appelle les effets de composition ou de sélection et les effets d'ordre. Alors les effets d'offre. Les effets d'offre, c'est le fait qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes assortiments sur les magasins online et dans le magasin physique. Donc à partir du moment où on ne vous offre pas la même chose, c'est normal qu'on ne se comporte pas de la même façon. Et puis il peut y avoir aussi des effets de sélection. Peut-être que ce ne sont pas exactement les mêmes consommateurs que l'on va retrouver dans le magasin physique. Et donc, ces consommateurs n'ont peut-être pas les mêmes préférences. Et les consommateurs qu'on va retrouver sur son site Internet. Donc ça, c'est vraiment un point important. Il est tout à fait possible que finalement, ce multicanal ou cet omnicanal dont on parle permette finalement de sélectionner les consommateurs plus que de modifier les comportements de ces consommateurs. Alors, on va
dirais insister sur 2-3 points. La question qu'on va se demander, c'est est-ce que les consommateurs ont changé et dans quelle mesure ils ont changé? Alors, ce qui est clair, c'est que les consommateurs sont plus autonomes. Ils disposent de beaucoup plus de sources d'informations. Alors, certains disent même qu'il y a une surinformation, une info-bésité. Bon, en tout cas, ils sont plus autonomes dans leur recherche d'informations, dans leur parcours d'achat. Ces parcours sont moins linéaires. Je peux aller dans un magasin, puis et sans acheter, juste pour voir le produit, puis aller sur Internet pour récupérer d'autres informations, puis finalement revenir dans le magasin ou finalement acheter directement en ligne. Donc les parcours sont moins linéaires et tout à l'heure David a rappelé que 86% des internautes consultent Internet avant d'acheter. Il y a une étude de Google qui portait aux États-Unis sur la manière dont les consommateurs américains avaient utilisé leur mobile pour leurs achats de Noël. Et il ressort de cette étude que finalement, on a des tas de parcours différents. Certains ont d'abord regardé leur mobile, puis acheté en magasin. D'autres ont regardé leur mobile, puis acheté à travers leur PC. Donc, on voit voilà, au moins 6 parcours différents. Ce qui veut dire que il va falloir s'adapter à ces différents parcours. Hein. Et il va falloir aussi trouver des solutions qui répondent justement à chacune de derrière ces parcours, il y a sans doute des attentes et des comportements différents. Alors l'autre élément important, c'est qu'on dit que les consommateurs sont autonomes, mais pas tous. Et donc il ne faut pas non plus passer d'une approche qui est de dire il faut prendre en main le consommateur et lui apporter l'information, non, finalement, le consommateur est complètement autonome, on n'a plus qu'à l'attendre. Il y a toujours des consommateurs qui ne sont pas à l'aise avec les technologies numériques, et donc il faut évidemment, dans cette approche omnicanale, il faut tenir compte de cette hétérogénéité. Alors, les économistes ou les chercheurs parlent de fracture numérique. Cette fracture numérique, elle existe toujours, même si de plus en plus de gens sont équipés de smartphones, ont Internet à domicile. Il faut savoir qu'on a toujours une fracture dans les usages entre ceux qui savent bien se servir de ces technologies et ceux qui ont un usage assez rudimentaire. Alors, le deuxième point, c'est que nos consommateurs, ils sont autonomes, mais ils sont exposés aussi à plus de choix. Et l'exemple qui est souvent cité dans la littérature, hein, c'est l'exemple d'Amazon qui offre des centaines de milliers de livres, beaucoup plus de livres que dans une librairie traditionnelle. Alors c'est ce qui a été popularisé par Anderson sous le nom de longue traîne. Et effectivement, pour ceux qui peuvent offrir un large échantillon ou un large assortiment, eh bien, il y a la possibilité de valoriser cette longue traîne, c'est-à-dire de répondre à des besoins ou à des attentes de consommateurs qui, justement, ne se retrouvaient pas dans une offre contrainte. Donc, la différence, c'est qu'avec le online, et donc si on joue sur l'omnicanal, on va pouvoir notamment éviter ces contraintes physiques, contraintes de place dans les rayons, et donc offrir une large gamme. Alors, bien évidemment, ce qu'on voit, par exemple, sur Amazon, Amazon nous dit, voilà, aujourd'hui, 30% de mes ventes sont réalisées sur cette longue traîne, c'est-à-dire sur des produits qu'on ne retrouve pas dans des magasins physiques. Bien évidemment, il faut démêler les effets d'offre. Évidemment, si vous offrez plus de choix, plus de livres, par exemple, à un consommateur, il est clair que ces choix vont se distribuer selon cette courbe-là et que de plus en plus de gens vont aller dans la longue traîne sur des produits de niche. Mais il y a aussi des effets de demande. C'est que voilà, les consommateurs, peut-être, vont avoir des préférences qui vont changer parce que grâce notamment à des algorithmes de recommandation, on va leur suggérer des produits dont ils n'avaient pas eu connaissance. Alors, que montre la littérature? Il y a toute une littérature hein, autour de cette longue traîne et en particulier, un certain nombre de travaux montrent que avec l'omnicanal, on a deux effets qui viennent jouer. Il y a un effet star, c'est-à-dire, et on revient tout à l'heure, notamment le online encourage les recommandations,
les avis. Et donc ça peut renforcer les effets stars, c'est-à-dire que les produits qui se vendent bien vont recevoir beaucoup d'avis et donc vont susciter encore plus, je dirais, de demandes. Et puis, de l'autre côté, on a cet effet longue traîne. Et alors, qu'est-ce qui souffre au final? Ce sont les produits qui sont entre les deux, qui ne sont ni dans cette longue traîne, ni dans les best-sellers, les blockbusters, les produits qu'on appelle stars. Donc ça, il y a plusieurs travaux qui ont mis en évidence ces deux effets, star et longue traîne. J'en ai mis un qui s'est intéressé à la façon dont les consommateurs changent leurs achats ou leur location de films lorsqu'ils passent du magasin physique à des magasins online de type Netflix. Alors, un autre élément, les consommateurs sont aussi plus volatiles ou plus versatiles. À partir du moment où ils sont mieux informés, qu'on leur offre plus de choix, eh bien, il y a cette idée que la concurrence, finalement, elle est à un clic. On peut passer à un clic ou désormais, avec les tablettes ou les smartphones, à une touche de doigt. Donc, on est bien dans le digital, hein. Alors, bien évidemment, il faut quand même nuancer cette idée que la concurrence est un clic, parce qu'il y a de très nombreuses études qui ont montré que, parce que si la concurrence était un clic, la concurrence devrait faire baisser les prix et aligner les prix notamment sur Internet. Et ce qu'on voit, c'est que sur Internet, par exemple, le même produit peut être vendu à des prix très différents. On constate, et de nombreuses études l'ont montré, on constate une dispersion persistante des prix pour les mêmes produits entre des sites qui sont, comme on le dit, à un clic. Alors pourquoi? Parce qu'il y a notamment cette idée qu'on a toujours des switching costs, des coûts à changer, alors à la fois d'un canal à l'autre et d'une enseigne à l'autre. Alors pourquoi? Parce que, par exemple, il y a des coûts d'apprentissage, et puis il y a aussi cette idée que quand on va aller dans une enseigne, on va sans doute bénéficier de cartes de fidélité, on va avoir un compte, on est déjà enregistré, donc on peut acheter et payer plus rapidement. Donc il y a tous ces éléments qui font que, cette idée que les consommateurs seraient extrêmement volatiles et versatiles, il faut la nuancer. Et donc il y a toujours un peu l'intérêt des études académiques, c'est aussi de nuancer certaines idées reçues. Et puis l'autre élément, c'est que les consommateurs, ils sont quand même hétérogènes. Certains consommateurs, effectivement, il y a des consommateurs qui recherchent le prix le plus bas, mais il y a aussi des consommateurs qui recherchent la qualité, la rapidité de livraison, qui ont besoin d'être rassurés, donc qui vont aller plutôt rechercher des enseignes qui inspirent la confiance. Autre élément, on a des consommateurs qui sont sous influence. Alors à la fois, ils ont plein de choix, ils sont autonomes, mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'ils sont autonomes et pourtant ils sont aussi sous forte influence. Alors, sous l'influence d'infomédiaires, pour les hôtels ou les restaurants, je vais aller regarder ce qui se passe sur TripAdvisor et je vais regarder les avis d'autres internautes. Pour d'autres, je vais faire confiance à Google pour me conseiller un site, un commerçant. Pour d'autres, ça va être il y a des tas d'infomédiaires qui vont jouer ce rôle d'intermédiaire entre moi et le commerçant. Et puis, il y a aussi les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter et autres. Et puis, il y a le bouche à oreille. Alors, le bouche à oreille, ça a toujours existé, mais maintenant, le bouche à oreille, il est démultiplié avec le online. Alors, bien évidemment, il faut quand même, là encore, nuancer l'importance des recommandations sociales et de l'influence de tous ces infomédiaires. L'avis d'un proche, et notamment l'avis d'un proche en face à face, comptera toujours beaucoup plus que des milliers d'avis en ligne de la part d'anonymes. Pour deux raisons. Alors, il y a une étude qui était intéressante qui portait sur le choix d'un opérateur de téléphonie mobile et qui montrait que le fait d'avoir un membre de sa famille qui recommande un opérateur téléphonique, ça comptait beaucoup plus que 10 millions de choix d'abonnés anonymes. Alors 10 millions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros,
Évidemment, vous allez aller plutôt vers des abonnés vers des opérateurs qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont beaucoup de parts de marché, parce que vous dites ça doit être des opérateurs solides dans lesquels je peux avoir confiance, de qualité, etc. Et donc, si 10 millions de personnes ont choisi le même opérateur, c'est un bon signal. Mais ça ne vaudra jamais le fait que l'un des membres de votre famille a choisi un opérateur plutôt qu'un autre. Et puis, l'autre élément important, c'est que, et c'est une étude de la DGCCRF qui l'a montré, on a aussi beaucoup d'avis en ligne qui sont biaisés, manipulés. Et donc la DGCCRF montrait quelques exemples d'entreprises qui incitaient ses salariés à aller poster des avis positifs sur des produits de l'entreprise et autres. Sans parler des commerçants mal intentionnés qui vont aller dénigrer leurs concurrents. Dernier point sur les attentes des consommateurs. Les consommateurs ont aussi des nouvelles attentes. Ils attendent de la personnalisation, du sur-mesure. Et puis, il y a toute cette problématique sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais qui est le débat autour de possession versus utilisation partagée. Et on voit bien une entreprise comme Deezer ou un site comme Deezer, c'est le passage de posséder un CD à utiliser un service d'accès à toute une bibliothèque ou catalogue de musique. Et puis, on voit bien aussi un autre élément dans le changement des consommateurs, c'est l'importance de l'illimité et du freemium. Alors, ça ne veut pas dire que l'illimité et le freemium doivent devenir le Graal et le modèle unique pour tous les commerçants, mais il est quand même important d'avoir en tête que les consommateurs ont un biais pour le flat rate, c'est-à-dire pour un tarif unique. Pourquoi ? Parce que ça a l'avantage de la simplicité, de l'assurance. Vous savez ce que vous allez payer, vous n'aurez jamais de mauvaise surprise. Alors même s'il faut aussi avoir en tête que les consommateurs aiment bien aussi la flexibilité. C'est-à-dire que si vous offrez du flat rate, mais avec un abonnement pendant 24 mois, ça peut les rebuter. Donc, je passe assez vite. Dernier point aussi, alors ça c'est plutôt du côté des défis. Évidemment, à partir du moment où les consommateurs sont autonomes, ont des parcours qui ne sont pas forcément linéaires, ça peut éventuellement poser un problème pour un certain nombre d'enseignes, c'est le problème du free riding omnicanal. C'est-à-dire que je vais dans le magasin, je vais essayer un produit, j'occupe 10 minutes du temps d'un vendeur, et puis ensuite, je repars chez moi et j'achète chez un pure player qui, lui, n'a pas eu à payer le temps que le vendeur a passé avec moi. Alors ça, évidemment, ça peut créer du parasitisme, ça peut créer des tensions au sein d'un réseau, ça exacerbe la concurrence intramarque. Et je voulais juste citer, mais rapidement, une décision des autorités de la concurrence, la décision autour de Festina Bijourama. Festina, à l'époque, refusait que Bijourama, un pure player, vende ses montres sur son site. Et les autorités de la concurrence ont reconnu qu'effectivement, une entreprise peut mettre en place un réseau de distribution sélective et peut refuser à des pure players le fait de vendre ses produits sur le site du pure player, parce que pour les autorités de la concurrence, investir dans un réseau physique, c'est effectivement important en termes d'assurance, en termes de services pour les consommateurs. Alors, évidemment, il faut avoir aussi en tête que lorsque la peur du free riding omnicanal, elle peut être dans les deux sens. Après tout, je peux aussi me dire, moi, quand je suis un site ou un pure player et que j'ai investi beaucoup pour donner tout un ensemble d'informations, de fiches produits, tout un système d'avis, de recommandations, quelques consommateurs peuvent aller sur Internet pour utiliser, acquérir cette information, et finalement, ce n'est pas moi qui vais en profiter. On peut très bien avoir ce parcours inverse où le consommateur va ensuite se rendre dans la boutique physique, et donc dans ces cas-là, la boutique physique va bénéficier des investissements du pure player. Donc, le free riding, il peut fonctionner dans les deux sens, où la complémentarité et la synergie peuvent fonctionner entre online et offline, ce qui est aussi important quand on est au sein d'une même enseigne et qu'on veut développer une stratégie omnicanale. Alors, dernier point, ce qui a surtout changé aujourd'hui, c'est la capacité des consommateurs à observer et à répondre aux attentes des consommateurs. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est, alors c'est très vite, hein, c'est qu'on a
Aujourd'hui, la capacité, si on veut, la possibilité pour les entreprises de passer d'une approche qui était purement forecasting, essayer de prévoir quelles seront mes ventes dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, à du nowcasting, c'est-à-dire à essayer de savoir presque en temps réel ce que veut vraiment le consommateur et lui apporter, devancer un peu ses attentes. Donc grâce aux data qu'on peut collecter, on peut mieux répondre aux attentes. On peut aussi expérimenter et regarder ce qui fonctionne, faire des tests. Je propose deux interfaces, je propose certaines fonctionnalités à des consommateurs et à d'autres, je ne propose pas ces fonctionnalités. Je vois si les conversions sont meilleures. Donc toute la data, elle est là à la fois pour prévoir, anticiper et aussi expérimenter. Et de ce point de vue, on voit effectivement une plus grande porosité aujourd'hui entre le monde du commerce, du retail et la recherche académique. Beaucoup de gens ont compris effectivement l'importance de faire appel à la recherche académique. eBay, par exemple, s'était rendu compte que son système de feedback, d'avis sur les acheteurs et les vendeurs ne fonctionnait pas tout à fait bien parce qu'il y avait des systèmes de menaces mutuelles entre acheteurs et vendeurs. Donc, ils ont fait appel à de la recherche académique, à des tests, à des expérimentations en laboratoire, ce qui leur a permis de comprendre qu'il fallait empêcher le vendeur d'avoir, donc dans les possibilités, ne laisser au vendeur que la possibilité d'évaluer positivement son acheteur ou pas, mais surtout pas lui donner la possibilité de l'évaluer négativement. Parce que si vous lui donnez la possibilité d'évaluer négativement, il peut s'en servir comme une menace du côté vis-à-vis de l'acheteur et l'empêcher de la part donc, de l'acheteur de donner une évaluation objective. Alors, dernier point, il y a vraiment dans cette révolution, il y a vraiment cette idée que les consommateurs aujourd'hui sont devenus de fait à travers tout ce qu'ils font, leur parcours, leur recherche d'informations, les avis qu'ils laissent, ils sont devenus finalement des consultants. Alors, évidemment, c'est des consultants non payés en plus. Consultants inconscients, c'est-à-dire qu'ils apportent énormément d'informations. Et donc, aujourd'hui, le défi, la révolution, c'est de savoir comment utiliser ces consultants inconscients. Ce que nous dit Brynjolfsson et McAfee, qui sont deux chercheurs du MIT. Et donc, on voit bien à travers ce que font les consommateurs, si on sait les écouter, ça peut évidemment complètement transformer la façon de la stratégie, l'organisation, la relation client. Et pour terminer, ce que nous dit finalement Brynjolfsson et McAfee, c'est que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, à travers la montée en puissance des data, la révolution, la transformation numérique, on est en train d'assister à une transformation qui est comparable à la transformation qu'a connue au XVIIe siècle le monde de la science avec l'invention du microscope. Avant le microscope, quand on regardait une table, quand on regardait quelque chose, on voyait qu'une partie des choses. Avec le microscope, on commençait à voir des cellules, on commençait à voir des choses qu'on ne voyait pas avant à l'œil nu. C'est la même chose avec les datas que les entreprises sont en train de collecter. Elles sont en train de voir des choses sur les comportements des consommateurs qu'elles ne voyaient pas avant. Et donc, si on sait bien utiliser, comme ont su le faire un certain nombre de scientifiques, le microscope, si on sait bien utiliser ces datas, eh bien, on peut en tirer un certain nombre d'avantages. Et je cite cette étude du MIT auprès de 180 entreprises qui montre que les sociétés qui savent bien utiliser ces datas et qui ont réussi la transformation, c'est-à-dire à ne plus se reposer uniquement sur l'intuition, mais à utiliser ces datas pour fonder leurs décisions, eh bien, se retrouvent beaucoup plus productives, 5 à 6% plus productives et plus profitables que leurs concurrents. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Julien qui va compléter un petit peu ce que